Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce premier épisode des podcasts du CSE. Je m'appelle Sarah Kishan et je vais vous accompagner tout le long de ce podcast. Alors en ce moment, on est tous sûrement assez stressés à cause de la pandémie actuelle. On passe d'ailleurs nos vacances confinées chez nous. Donc quoi de mieux que de se poser pendant quelques minutes pour parler entre nous d'un sujet lié à la technologie. Pour les passionnés de data, c'est vraiment votre jour de chance car c'est en fait le sujet d'aujourd'hui. On entend de plus en plus parler de data science. C'est le terme à la mode dans les entreprises, dans les écoles. Ça inclut plusieurs concepts, la BI, Business Intelligence, Big Data, Machine Learning, etc. Donc pour en savoir plus sur cette discipline et clarifier plusieurs points et pouvoir trouver réponse à nos questions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un expert du domaine, Mehdi Karesh. Merci Mehdi du coup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation et c'est Merci. avec nous. Alors, Mehdi, tu es un ingénieur en informatique de l'ESI et en ce moment, tu continues tes études master en data science et machine learning. Voilà ce que Ouais. j'ai récolté du profil LinkedIn. Oui, donc j'ai fait mon ingénieur à Alési, mes 5 ans à Alési. J'ai été diplômé en système informatique SIC. Mhm. Je suis venu en France pour faire un master 2 en data science et machine learning. Et actuellement, je suis en stage chez Orange et je suis data scientist en stage, on peut dire, chez Orange. Voilà, en gros, mon parcours Mhm. durant les 2 dernières années, quoi. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton parcours côté travail? Côté travail, donc Mhm. tu veux qu'on parle côté data ou expérience en général? On va commencer par l'expérience en général et après on va plonger dans le sujet. Donc dans le travail, moi j'ai travaillé, c'était beaucoup plus de la recherche. Mhm. Et j'ai fait mon stage de PFE de fin d'études. Là, je te parle des projets les plus concrets. Je ne parle pas des projets où c'était des Oui, projets bien sûr. d'une durée d'un mois ou 2 mois. Je parle des projets qui ont vraiment duré, qui ont vraiment eu une durée de 6 mois et plus, tu Oui, vois. je vois. C'est comme ça t'arrange. Donc mon premier stage ou travail bien concret, c'était lors de mon stage de PFE, quoi, de projet de fin d'études à l'ESI, où j'ai Mhm. où j'ai travaillé sur un sujet de recherche dans le labo de l'école. Et c'était un sujet orienté recherche en machine learning en général. Donc, c'était d'essayer d'optimiser une méta-heuristique qui fait, on peut dire, qui permet de faire la sélection d'attributs. La sélection d'attributs, c'est un pré-traitement qu'on fait en data science en général ou dans un projet data science ou dans un projet machine learning. Donc, la méta-heuristique essaie d'optimiser la sélection d'attributs pour faire la classification supervisée. Si tu veux, on en parlera Mhm. des différentes techniques de machine learning tout à l'heure si tu veux. Oui, bien sûr. Donc, et pour faire ceci, pour optimiser la méta-heuristique, on a utilisé une autre méthode de machine learning qui s'appelle l'apprentissage par renforcement ou le reinforcement learning. Et spécifiquement, on a utilisé une technique qui s'appelle le Q-learning. C'est une méthode, D'accord. mais ça a donné de bons résultats. Après, je suis venu ici en France Mhm. et j'ai travaillé pendant 6 mois aussi sur un autre projet de recherche, sur une nouvelle thématique dans le domaine de l'IA en général, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ce domaine s'appelle XAI, Explaining Artificial Intelligence, où j'ai essayé d'expliquer les systèmes de recommandation en utilisant plusieurs techniques. D'accord. Actuellement, depuis le mois de juin dernier, ça veut dire depuis un mois, je travaille chez Orange comme étant tu peux dire data scientist engineer, les deux.
et j'essaye de trouver une solution pour anonymiser les trajectoires utilisateurs en utilisant des techniques de machine learning, de clustering en partie. Donc, D'accord. Je- mon expérience sérieuse, on peut dire, Oui, c'est une durant mon expérience parcours. très intéressante. Merci de l'avoir partagée avec nous. Du coup, je peux te dire félicitations pour le poste récent et bon courage pour le projet. Merci Alors, beaucoup. maintenant, on peut se lancer directement dans le sujet. Il est clair qu'il existe énormément de data. J'ai lu dans un certain site que dès le début de l'humanité, jusqu'à 2005, Balk, nous avons créé 130 000 exabytes de données. Un Ouais. exabyte, une petite analogie pour voir à quel point c'est grandiose, c'est comme si on écrivait un énorme livre avec tout le papier produit de tous les arbres de l'Amazon. Donc, pour voir à peu près de quelle grandeur on parle. Et en plus, j'ai trouvé des statistiques qui disent que 80% de ces données sont des données non structurées. J'imagine que c'est pour ceci que la data science a émergé. Donc, Mehdi, comment, d'après toi, définir ce terme-là, data science, à travers son utilité? Tout d'abord, on doit commencer par définir c'est quoi une donnée, c'est quoi la data. Donc, Mhm, ça peut être sous différentes formes, tu l'as dit, tu viens de le dire. Donc, ça peut être une donnée relationnelle ou structurée classique, donc dans une base de données classique relationnelle. Ça peut être une donnée semi-structurée sous format XML, par exemple, ou ça peut être, et c'est souvent le cas, non structuré. Donc, du NoSQL, mhm. des objets, etc., tu vois. Oui, Donc, ça, c'est pour la data. data, data science. Pour data science, on peut dire que c'est la science qui utilise différentes techniques mathématiques en particulier pour essayer de trouver, on peut dire, insights, on dit insights en anglais, Mhm, ou on peut dire une certaine forme ou une certaine, on peut pas cohérence, mais une certaine forme entre les données pour essayer d'en tirer un maximum de savoir et essayer de lancer différentes tasks, on peut dire. Par exemple, si on veut prédire le prix d'un baril de pétrole, par exemple, mhm. on a une large base de données ou un large dataset sur lequel on va appliquer une certaine technique, un certain modèle mathématique pour essayer de prédire le prix. Donc ça, c'est peut-être un task intéressant ou un job intéressant du data science. Effectivement. Aussi, data science, il faut savoir faire la différence entre les différents termes qui circulent autour de la data, donc data science, big data, data engineering, data analysis, Oui, justement, on va en venir pour voir. et business intelligence en général. Donc, Mhm. vraiment, c'est vrai que c'est pas le même domaine, mais c'est des domaines assez proches et il y a beaucoup d'intersections entre ces domaines-là, tu vois. Effectivement. Donc, puisque t'en parles, on va directement commencer par ça. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup les termes big data, data science, BI, business intelligence, et on peut facilement les confondre. Récemment, on va commencer déjà par business intelligence. C'est un concept assez récent qui a fait surface pour la valorisation des données et tout. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous définir cette approche pour qu'on puisse bien comprendre la différence entre elle et le concept de base de data science? Bon, pour être clair et honnête, donc business intelligence, enfin pour nous, les gens qui sont un peu techniques, on peut dire Mhm, entre guillemets, un peu technique, pour nous, c'est pas de la data science, même si c'est un domaine, même si c'est l'un des domaines les plus utilisés, les plus courants en ce moment, tu vois. Parce que oui, toutes les entreprises l'utilisent pour optimiser leur process, pour optimiser leur vente, pour faire beaucoup de trucs. Pourquoi je t'ai dit que nous, les gens qui aiment les techniques, n'aiment pas ce terme ou ce domaine-là? Parce que oui, c'est pas à toi c'est pas à toi ou c'est pas à l'ingénieur en général
de faire toute la chaîne. C'est-à-dire que tu utilises un outil, par exemple, comme Power BI, pour lancer des process ou pour utiliser les données, etc. Tu vois. Alors, Oui, alors que pour les autres domaines comme data analysis, data science ou data engineering, c'est toi qui fais le tout, tu vois. Sinon, tu peux pas, mais tu peux t'appeler business intelligence spécialiste ou expert si tu es bon dans la manipulation d'outils. Comme je d'accord. Power Justement, BI. j'ai lu une phrase et tu vas me dire si tu es d'accord ou non. Alors, la phrase dit, la BI constitue la première étape logique, donc l'exploration des tendances passées, et la data science suit pour obtenir des informations plus approfondies. En gros, c'est deux notions complémentaires. Est-ce que tu es d'accord Exactement. sur ce point? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et, et business intelligence, c'est une approche où là, c'est une étape vraiment très, très, très importante qui permet Mhm. d'utiliser les techniques de data science par la suite. C'est ça. Donc, je suis tout D'accord, avec ce que tu as dit. super. Maintenant, il y a un terme aussi qui est très en vogue, qu'on entend beaucoup. Pardon, je te Oui, coupe. vas-y, il n'y a pas de Mais problème. business intelligence, elle n'est pas applicable, elle n'est pas applicable dans tous les domaines. C'est vrai qu'elle est applicable dans peut-être Mhm. 15% dans le domaine de l'entreprise, tu vois. Mais Oui, si tu t'intéresses à un autre domaine, je ne sais pas, comme appliquer des techniques d'intelligence artificielle ou du machine learning sur des données qui concernent la physique ou l'astronomie ou un autre domaine, il n'y a pas de business intelligence, tu vois. Donc, c'est un terme, oui. on peut dire, qui est spécifique à l'entreprise et qui est assez important pour le déroulement des différents process de ces entreprises-là. D'accord. Donc voilà pour la business intelligence. Si tu as autre chose à ajouter après, ensuite dans le podcast, n'hésite pas. D'accord? J'allais parler tout à l'heure de big data parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup, c'est très à la mode. Donc on aimerait savoir, bien sûr, son principe. D'après son nom, on se dirait que c'est de collecter toujours plus de données. Mhm. Mais quel est son rôle concrètement et comment elle est intégrée dans la data science? Donc, si tu veux, on va parler de cycle de data en général, tu vois. Oui, on peut y aller. On peut pour d'abord comprendre les phases du cycle de Oui, vie d'un projet data science. exactement. Donc, je D'accord. pense la première étape, c'est, on peut dire, on va la classifier sous, on peut dire sous trois catégories. Tu vois, après chaque catégorie, on va en parler. La détailler. D'accord. Donc, il y a trois grandes phases. Il y a le pré-traitement, le traitement et le post-traitement. Tu vois. Mhm. Pour le pré-traitement, on peut, on peut parler de collection de données, de nettoyage de données, de structuration de données, de fusionner plusieurs sources de données, tu vois. Et Oui. ça, la big data, la big data concerne la première phase, c'est-à-dire que on a une énorme quantité de données qui arrivent en streaming ou en data offline, tu vois, et on va la, Mhm. on va la mettre sur des gros clusters. Et ces clusters roulent sur des frameworks big data comme Apache Spark ou comme Hadoop. Et et cette data-là, elle va nous servir par la suite pour faire nos différents traitements. Après, D'accord. il y a plus, dans la big data, il faut définir d'abord qu'est-ce qu'on considère comme une donnée big data et comme une donnée simple. Donc, Oui. même si tu as un cluster ou un serveur qui roule sur un framework de big data comme Spark ou Hadoop, et t'as pas Mhm. de données, pour moi, on ne parle pas encore de big data. De big data. Que quand tu génères une énorme quantité de données ou tu collectes une énorme quantité de données quotidiennement. Par exemple, chez Mhm. nous, en moyenne, tous les jours, pour les données téléphoniques, les données téléphoniques, on collecte un téraoctet chaque jour. Oui.
Alors que peut-être dans d'autres entreprises en Algérie, je parle d'Algérie parce qu'on a un énorme problème concernant la collection des données, qu'on va en parler par la suite, puisqu'on va parler, Super, oui, j'ai toute une partie pour ça. on va parler de l'Algérie et de la data en général. Voilà, Euh, pour la comparer à l'échelle internationale. ouais. Donc là, t'as même pas plusieurs gigadoctets par jour, tu vois. Et là, je pense qu'on ne peut pas parler de Big Data. Donc, Big Data, c'est une énorme quantité de données stockées dans des bases de données, utilisées par des clusters qui roulent sur des frameworks Big Data comme Hadoop ou Spark, qui permettent Mhm. par la suite de faire un traitement et de construire des modèles pour trouver des insights, faire des prédictions, des classifications, etc. Après, D'accord. dans le pré-traitement toujours, quand tu as collectionné tes données, dans la majorité du temps, enfin, pour un job data en général, surtout data scientist, 80% du temps d'un projet, on le passe en nettoyant les données, soit en les D'accord. labellisant. Par exemple, dans un task de classification, on doit labelliser les données, tu vois. Mhm. Labelliser les données, c'est-à-dire donner à chaque donnée sa classe où elle appartient, tu vois. D'accord. Si tu veux faire la classification, je sais pas, par exemple, des chats et des chiens, tu vas avoir Mhm. une base de données qui contient des images sur des chats et des chiens. Et pour labelliser chaque image, c'est-à-dire donner à chaque image sa classe, tu dois les parcourir et, et les taguer, par exemple. Les taguer l'image d'un chat comme étant un chat et l'image d'un chien comme étant un chien. D'accord. Donc ça, c'est labellisé pour les gens qui sont pas, qui ne sont pas, qui n'ont pas une connaissance sur les tasks de machine learning. Mhm. Donc, nettoyer les données, les labelliser, les mettre sous format utilisable, tout ça, ça constitue 80% du temps d'un projet data. D'un projet. Oui. Après, quand tu as tes données prêtes, quand elles sont prêtes, et ces données-là, elles proviennent de plusieurs sources, parce que tu as t'as des données comme je t'ai dit, tu as des anciennes données qui sont sur du relationnel, tu as des données qui viennent en streaming, t'as des, Oui. On dit aussi qu'il y a des données internes et des données externes. C'est quoi? exactement, t'as des données internes, tu as des données. Mhm. Après, quand tu as fusionné et trouvé la bonne combinaison de comment tu vas fusionner ces données-là, Oui. tu passes à la deuxième grande phase qui est le traitement. Et là, tu vas essayer, selon le besoin que l'équipe a défini, c'est-à-dire ce que le projet de data science en lui-même constitue, tu vois. Oui. Par exemple, on doit définir pourquoi on fait ce projet-là. On doit définir c'est quoi le À besoin quoi il va servir? Oui. de faire ce projet data science. Pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait pour faire la prédiction de prix, pour segmenter les utilisateurs, pour faire une reconnaissance de forme dans la nature? Ça dépend du type du projet et du besoin du projet, tu vois. Oui. Et selon ce type-là, on va appliquer plusieurs modèles de machine learning en particulier, plusieurs modèles. Si c'est de la classification supervisée, on va appliquer plusieurs techniques de classification supervisée. Par exemple, on va utiliser des SVM, des réseaux de neurones, un algorithme KNN, etc. Après, on va comparer les résultats de chaque algorithme pour tirer le meilleur entre ces algorithmes-là, tu vois. Une évaluation. On va faire une évaluation. Après, quand on aura le meilleur modèle, on l'aura testé puisqu'on le teste sur des données d'entraînement et sur des données de test. Quand le meilleur modèle sur les données test, quand on a le meilleur modèle sur les données test, on peut passer à la troisième étape qui est le post-traitement.
Et là, toujours selon le projet, soit tu passes au déploiement, tu déploies ta solution, soit comme étant un service, soit comme étant un service web où tu l'appelles quand tu as besoin de faire ce genre de traitement, ou bien tu le laisses chez toi. Si, par exemple, si tu fais de la recherche, tu n'as pas besoin de le déployer à chaque fois que tu D'accord. veux faire tes tests, tu lances tes tests, etc. Il y a aussi Mhm. on fait aussi des visualisations dans les trois grandes phases d'un projet data science. La data visualization ou la visualisation des données, c'est aussi euh, une partie du process qui est assez importante. On l'a fait dans le pré-traitement pour savoir quels sont les attributs les plus importants, par exemple. On l'a fait par la suite dans le traitement pour savoir par exemple, notre erreur Oui, comment elle s'améliore à travers le temps. Et on l'a fait à la fin pour sortir des visualisations quand on est dans un projet où ça nécessite ce genre de truc, tu vois. Par exemple, oui. on fait de la prédiction, on doit sortir des visualisations qui permettent de voir comment la courbe, par exemple, d'un prix va changer à travers le temps dans le futur, tu vois. Oui, je vois. Donc, en gros, si on pouvait résumer ça, il y a Data Business Understanding, la préparation des données, le modeling, l'évaluation et après le déploiement, si toutefois on veut déployer le projet. Oui, En gros. selon le besoin, s'il y a un besoin de déployer ou pas. Oui, c'est ça. C'est exact. D'accord. Et maintenant qu'on vient d'apprendre plus sur le trajet des données, de leur première phase brute à leur déploiement, on peut en conclure qu'il y a du coup beaucoup de types de métiers. Parce que s'il y a autant de phases, il y a sûrement autant de types de métiers que de phases. D'ailleurs, on Exactement. entend plusieurs termes. On entend beaucoup data analyst, data scientist, consultant, engineer. Il y a vraiment beaucoup de termes et ça nous prête à confusion. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ces métiers pour nous aider à faire une distinction entre eux? En gros, qui fait quoi et quand? D'accord. Donc, dans une équipe, il y a, comme tu as dit, il y a data engineer, il y a data analyst, il y a data scientist, il y a même un job qu'on appelle il y a data architect, data ops. Mais Oui, les vrais métiers data, c'est les trois que tu as cités, c'est-à-dire data analyst, data engineer et data scientist. d'accord. Euh, selon l'équipe, selon le projet, selon les besoins, chacun des trois opère, tu vois. Par exemple, Oui. voir les trois dans une entreprise qui est orientée data, travaille sur des projets data, les trois opèrent en même temps. C'est-à-dire que le data engineer travaille, le data scientist travaille, le data analyst travaille en même temps sur le même projet, tu vois. Oui, et chacun son propre Exactement. Donc, rôle. le data engineer, c'est lui qui est responsable de faire de créer la pipeline sur laquelle la donnée va circuler. C'est-à-dire, c'est lui qui va récupérer les données à partir des différentes sources des données, les structurer, etc., et sortir des métriques que va, le data scientist va appliquer les différents modèles dont je t'ai parlé tout à l'heure, des deux Oui. modèles, pour sortir le meilleur modèle possible. Après, le data analyst, selon Mhm. selon les métriques ou les résultats que le data scientist va sortir, il Oui. va faire des analyses sur sur ces données-là et il va donner un feedback. Donc ça c'est un exemple, c'est juste un exemple, tu vois. Donc, D'accord. tu trouves que le data analyst travaille indépendamment du data scientist. Par exemple, si par exemple le chef du projet
veut savoir, par exemple, combien de produits son entreprise a vendu lors du dernier trimestre et les classifier par projet. Le data analyst va faire ceci, c'est-à-dire qu'il va faire une requête qui va répondre à ce besoin-là. Le data Mhm. Dans 90% des cas, le data analyst, son travail, il se résume à écrire des requêtes SQL ou des requêtes de NoSQL, tu vois. Le data analyst, D'accord. 90% des cas, c'est ça son job. C'est-à-dire, il fait des requêtes, il sort des résultats, il répond à un certain type de besoin et il présente des visualisations pour son chef de projet ou pour le tech lead, D'accord. tu vois. Le data scientist, comme je t'ai dit, il constitue les différents modèles, il fait la comparaison entre ces modèles-là en les évaluant. Et le Mhm. dernier, c'est lui qui s'occupe de toute la pipeline jusqu'à la phase du modèle, tu vois. D'accord. Il va récupérer les données, les mettre sous format utilisable pour le data scientist qui va les utiliser plus. Oui, je vois. Donc, en Le gros, data engineer, si tu c'est une veux, équipe qui travaille. c'est une équipe de travail. Si tu veux, je te parle des compétences nécessaires pour chaque poste. Oui, on va y venir. Justement, vu que c'est une équipe de travail, si je peux me permettre, j'ai vu cette remarque. En fait, d'après un sondage, beaucoup d'entreprises disent avoir constaté des difficultés dans leur environnement de travail, des difficultés d'adaptation, des difficultés techniques, parce que plusieurs personnes, peut-être, ils vont travailler avec des outils différents qui marchent, qui fonctionnent pas bien ensemble. Donc, est-ce que tu confirmes que ça se passe réellement, ces problèmes? C'est-à-dire, en tant que toi qui es dans le domaine, quels sont les défis que vous devez relever en tant qu'équipe dans votre entreprise? Tu parles d'une équipe data ou d'une équipe en général? Parce que les problèmes, il y a Oui, voilà. On va parler d'une équipe spécifiquement une équipe qui travaille sur un projet data science parce que il y a plusieurs postes et chacun a son rôle et du coup, ils le sont très problème. dépendants. Le problème, c'est que le grand problème avec la data en général, c'est que les gens qui ne sont pas de ce domaine-là, par exemple les chefs de projet ou les chefs d'entreprise, Oui, ils ont une certaine croyance que la data, c'est de la magie, tu vois. oui. Or que dans beaucoup de cas, je peux te dire que ça dépasse ça dépense les 50% des cas. Les projets data n'aboutissent pas, tu vois. Mhm. On ne sort pas des résultats concrets. Des fois, on travaille sur un projet sur une longue durée et on sort avec rien, tu vois. Et les Mhm. sont pas assez techniques. C'est vraiment difficile c'est vrai, c'est vraiment difficile de les faire comprendre que ça peut arriver dans la majorité des cas, tu vois. Oui. Bon, Justement, le plus grand problème des TT, c'était que le fait que les chefs d'entreprise soient éloignés du domaine. exactement. Donc, pour la date en particulier, pour moi, c'est le plus grand défaut ou le plus grand problème qu'on peut rencontrer. C'est-à-dire que les gens ont une certaine attente et ils peuvent vraiment être déçus à 50% des cas, tu vois. Oui, parce que Ça, leur c'est le attente plus déjà grand n'était pas problème. réaliste. Oui. En ce qui concerne les équipes, Mhm. les trois jobs, Euh, vu qu'on travaille comme dans un projet de développement en général, on travaille en utilisant des méthodes agiles comme Scrum par exemple. Il n'y a pas vraiment de c'est très rare de trouver des problèmes entre un data scientist, un data engineer et un data analyst, Ah, puisqu'on a une certaine charte de codage, le format sur lequel les données, le engineer, il doit sortir les données d'une certaine manière, tu vois, pour que oui, les euh, data analystes peuvent les utiliser, les data d'accord. aussi. Donc, vu qu'on travaille en agile,
et qu'il y a toujours un Scrum Master, un Tech Lead qui orchestre tout ça, il n'y a pas vraiment de... En tout cas, pour moi, on n'a jamais rencontré ce genre de problème. Après, peut-être D'accord. dans d'autres entreprises, peut-être que là où il y a un chef de projet ou un product manager ou un tech lead qui ne fait pas vraiment son travail, là oui, là on peut tomber sur ce genre de problématique. Donc, comme je t'ai dit, le plus grand problème, c'est que les gens, surtout Les chefs d'entreprise. marketing, les chefs d'entreprise, Expectations. qui font beaucoup d'expectations, comme tu as dit, c'est eux qui peuvent créer des problèmes. D'accord. Dans une équipe, dans l'équipe data, dans l'équipe technique en elle-même, c'est vraiment rare de trouver ce genre de problème. En tout cas, pour moi et pour mes amis qui travaillent dans ce domaine-là, euh, Mhm. j'ai jamais, c'est très rare de trouver ce genre de problème. Des fois, ça arrive des fois, par exemple, et Quand c'est lié à la gérance, exactement, c'est management. dû Oui. au top management, c'est-à-dire que quelqu'un veut par exemple savoir, il te vient à 17 heures du soir, alors que tu termines ton travail à 18 heures. Il vient Mhm. et je veux ce résultat-là avant 18 heures, tu vois. Oui, Donc, le besoin, il vient à tout moment et des fois, on a du mal à le gérer et c'est normal. Oui. ça peut créer Ça peut des... créer des conflits et tout. Le besoin, D'accord. il vient à tout moment, comme dans n'importe quel projet informatique, tu vois. Sauf que dans la data, Mhm. tu dois répondre, on peut dire, je sais pas si c'est correct de le dire, mais tu dois répondre dans un laps de temps assez, assez réduit, même des fois instantanément, tu vois. C'est urgent. Et c'est pour ça que que je te disais que les gens du top management, ils ont une certaine croyance que c'est de la magie, on peut faire tout avec la data. Oui. Voilà. Mais en fait, sur le terrain, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Alors, vu qu'on parle de compliqué, on dit beaucoup que la data science, c'est en gros une transversalité de plusieurs compétences. Pour Ouais. maîtriser la discipline, il faut vraiment maîtriser plusieurs choses. Donc, on peut citer les mathématiques, la programmation, l'algorithmique, les connaissances du métier, etc. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Quels sont les hard skills qu'il faut vraiment pour être un bon data scientist? Il faut être, Travailler dans le domaine en général. il faut être un très très bon matheux. Mhm. Il faut être vraiment bon en maths. Je suis pas doué, mais bon, on connaît bien tous les principes de l'analyse, de l'algèbre linéaire, de l'analyse numérique, etc. D'accord. Après, il faudrait avoir une bonne connaissance des différents types de données, structurées, non structurées, semi-structurées. Pas un expert, Mhm. mais tu dois au moins savoir les maîtriser. Après, tu dois avoir une très, très bonne compétence dans des langages comme Python, Scala ou R. Surtout Python, parce que c'est le plus utilisé dans le prototyping. Dans, comme je t'ai dit, pas tous les projets, ils passent en déploiement. Donc, beaucoup de ces projets-là, on les fait en Python. Après, quand on passe sur une sur une très, très grande échelle, on utilise Scala, puisque moi, actuellement, je travaille avec les deux. D'accord. On travaille avec Python pour faire du prototyping, pour sortir des modèles. Et quand on passe sur des larges quantités de données, on peut toujours continuer à utiliser Python, mais dans certains cas, par exemple, dans mon cas, pour le calcul, pour faire l'anonymisation des utilisateurs, je dois faire un calcul énorme. Je dois calculer Mhm. des matrices qui font 20 millions d'utilisateurs fois 20 millions d'utilisateurs. Avec Python, ça Bah marche. oui, Donc, on utilise Scala, tu vois. d'accord. Donc, en ce qui concerne le langage. Après, tu as la connaissance du domaine, oui. Pour moi, je pense que dans un futur proche,
on va avoir des data scientists spécialisés par domaine, c'est-à-dire tu auras des data scientists for business, des data scientists for healthcare, des data scientists for astronomy. L'immobilier, le divertissement, Ouais. la santé, plusieurs domaines. Pour moi, il faut vraiment avoir aussi une bonne connaissance Oui, on dans dit toujours déjà que lequel on travaille, tu si vois. on connaît bien notre secteur, le projet sera meilleur. Ouais, voilà. Donc, En et du coup, gros, en tant qu'étudiant, on pourrait ouais. se demander du coup quels sont les modules qui impactent directement data science. Bon, tu viens de citer l'algèbre linéaire, l'analyse numérique et tout. Donc, est-ce que tu Oui, pourrais nous en dire plus? les maths, oui. Parce que les maths, les probabilités, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, les probabilités Mhm. aussi vraiment important. Tu veux qu'on parle des modules de l'ESI ou en particulier? C'est comme ça t'arrange. Bon, j'imagine que Euh, tu as suivi la formation de l'ESI, donc dans la formation de l'ESI, il y a tous les modules mathématiques, surtout, comme je t'ai dit, algèbre et mhm. analytique, proba. Après, tu as analyse de données en quatrième année, c'est un module vraiment important. Mhm. Il y a maintenant, je pense qu'il commence à enseigner machine learning. C'est le plus important de tous. Même si quand tu t'intéresses au machine learning, forcément, tu dois être un bon mathématicien Mhm. pour bien comprendre les choses. Après, t'as des algorithmiques. C'est sûr que tu dois Les avoir métriques. une bonne maîtrise dessus. Les structures de données en général, les bases de données en général, bases de données avancées, tout ça, c'est des modules super importants. Il y a Big Data, mais allez-y, on l'enseigne d'une manière, euh, je pense qu'elle n'est pas correcte, mais on peut être autonome et Faire ses recherches soi-même. apprendre par soi-même, tu vois. Donc, euh, oui, il y a Big Data aussi. C'est Euh, comme pour le cas des langages de Après, programmation. si tu t'intéresses vraiment, tu t'intéresses à ce domaine-là, le data science, tu dois essayer de faire ton projet de fin d'études sur ce domaine-là. D'accord. Là où tu vas travailler sur un vrai projet, sur une longue durée, et tu vas développer beaucoup de compétences. Voilà. D'accord. Et vu que tu es dans le domaine, est-ce qu'il y a des soft skills qu'il faut avoir en particulier Ah pour oui, meilleur? ouais, c'est super important. Il faut savoir travailler en équipe. Mhm. Oui, justement. Présentation, il faut savoir faire des présentations pour bien communiquer les choses, puisque la communication, elle est vraiment très, très importante dans le domaine de la data, que ce soit dans le data science, data analysis ou data engineering. Tu dois savoir communiquer les bonnes choses. Tu dois savoir faire des présentations PowerPoint. Euh, Savoir parler, il faut, argumenter il son idée. savoir argumenter pourquoi tu as utilisé ce modèle-là, pas l'autre modèle. Il faut aussi être autonome, puisque Mhm. data science, c'est un domaine où tu dois être à jour. Tu dois toujours savoir quelles sont les nouvelles tendances, quelles sont les nouvelles technologies qu'on utilise, quelle, D'accord. quelle est la meilleure approche que les entreprises de ton domaine ou les gens de ton domaine utilisent. Tu dois être réactif aussi. Donc, tous les soft skills classiques sont applicables dans la data science et je donnerai beaucoup d'importance à la communication, le travail d'équipe et l'autonomie. C'est, D'accord. c'est les trois skills les plus importants. Donc, il faut les avoir. Ouais. Alors, d'après une enquête que j'ai trouvée, la plupart des entreprises font de la data science une priorité et ils investissent beaucoup. D'ailleurs, des Mhm. responsables informatiques, ils considèrent que cette technologie, c'est en fait la stratégie de réussite de leur entreprise. Est-ce que tu es d'accord avec ce propos? À quel point, en gros, à quel point la data science impacte l'entreprise? J'imagine d'une manière positive. Euh, elle- c'est sûr qu'elle génère
Puisque là, maintenant, il y a des entreprises vraiment orientées que data. C'est-à-dire que tu as une entreprise qui s'intéresse Mhm. à un domaine particulier, par exemple dans l'investissement immobilier, et qui utilise que les techniques de data science pour faire, pardon, pour faire sortir, Mhm. pour faire sortir les meilleures métriques pour permettre aux investisseurs de maximiser leur gain, tu vois. Mhm. C'est pour ça que tu trouves beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées que pour la data. Après, tu as des grandes entreprises qui ont commencé il y a maintenant plusieurs années à investir de l'argent, à créer des départements spécifiques à la data. Par exemple, là où je suis moi actuellement, à Orange, Oui. même avec ce problème de coronavirus, cette pandémie-là, ils vont, à la rentrée, dans le mois de septembre, ils vont réouvrir un département complet dédié que pour la data. C'est-à-dire Ah, bien. recruter des gens, des chercheurs, des doctorants, orientés que pour la data, pour justement euh, utiliser plus ce domaine-là pour maximiser leur coût dans le futur. Il y a une étude qui a été faite par PwC. Oui. Je ne sais pas, l'étude, elle date de quelle année? Je pense de 2018. Et elle dit Mhm. qu'en 2030, l'intelligence artificielle et la data science vont générer un gain de 16 trillion dollars. Ah, 16 000 milliards de dollars de plus dans le, dans le gain dans le PIB mondial, 16 000 milliards de dollars de plus dans le PIB mondial en 2030 grâce à la data science et l'intelligence artificielle. ah, waouh, je comprends pourquoi ça attire les investisseurs. Donc tu peux, oui, tu peux constater à quel point c'est important. Voilà, on peut imaginer. Alors, maintenant, on va s'intéresser à l'Algérie en particulier. D'ailleurs, on avait cité ça tout à l'heure. Mhm. Bon, clairement, où se situe notre pays par rapport à ce dont on parle? Est-ce que l'Algérie utilise ces technologies de data science? Est-ce qu'elle les applique dans ses entreprises? Où se situe notre pays, en gros, à l'échelle, par rapport à l'échelle internationale? Donc t'as des entreprises qui ont commencé à utiliser le business intelligence, Mhm. surtout les opérateurs téléphoniques, les boîtes de conseil, etc. Sonatrach, etc. Là, Oui. ils utilisent Power BI, Business Intelligence. Après, pour les autres domaines, ça commence, mais on est encore très, très loin. Comme je le dis à chaque fois, on a un problème, un vrai problème de données en Algérie, c'est-à-dire la donnée, elle n'est pas accessible. Si on exclut les opérateurs téléphoniques, personne n'a une quantité gigantesque de données, tu vois. Oui. En Algérie, on doit d'abord avoir l'infrastructure nécessaire pour permettre à des projets data de se développer. Oui. Puisqu'en Du coup, Algérie, même côté, pardon, excuse-moi, dans le même côté système d'information ou système informatique en général, on n'est pas encore informatisé à 100% pour permettre le passage à une approche récente en utilisant la data science, tu vois. Donc, Mhm. commencer dans les entreprises qui ont de la donnée, comme je t'ai dit, Oui. dans les opérateurs téléphoniques Ooredoo, Jazzy, Mobilis, il y a des projets data. Tu peux constater, il y a beaucoup il y a beaucoup d'étudiants de l'ESI d'ailleurs ils ont travaillé lors de leur projet de fin d'études dans ces boîtes-là. Dans- Effectivement. il Même y en a stage. aussi, pardon? J'ai dit même en stage et tout. Oui, dans leur stage, ils ont travaillé dessus. Il y a, il y a d'autres entreprises qui viennent s'installer en Algérie et qui commencent à avoir une bonne quantité de données, comme les VTCs en général, comme Yassir ou Temtem.
Je pense Mhm. qu'ils pourront envisager de faire, de créer des équipes data de plus en plus dans les mois ou les années à venir. Mais sinon, hors ces entreprises-là, je trouve que c'est vraiment difficile pour une entreprise lambda qui n'a pas un grand budget, qui n'a pas une grande quantité de données. C'est vraiment impossible de le faire. D'accord. Je pense, et c'est pas prêt à se faire dans le court terme, en tout cas. Justement, qu'est-ce que tu conseillerais à ces entreprises, par exemple, pour régler ces problèmes? Le problème, il n'est pas que dans l'entreprise. Le problème, il est général. Il vient de des réglementations, etc. En Algérie, on ne peut pas utiliser des données ou stocker des données dans le cloud, c'est interdit. On n'a pas de data centers en Algérie. La réglementation, elle est vraiment catastrophique. Mhm. On ne peut pas blâmer que les entreprises. Oui, Ça c'est normal. Ça part vient de haut par, aussi. il faut d'abord faire des politiques. Il faut faire des règles politiques ou des lois qui facilitent l'utilisation de la donnée. Après, c'est un tout. Après, il faudrait avoir des investissements, il faudrait avoir beaucoup d'argent. Comme je t'ai dit, il faut avoir la bonne infrastructure pour permettre la collecte de données, après la stocker pour, pour ensuite l'utiliser dans la suite de la chaîne de data science, tu vois. Donc, D'accord. dit, c'est pas, le problème, il n'est pas dans les entreprises. Même la compétence, elle existe en Algérie. Il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de gens qui sont doués dans ce domaine-là. Euh, Mhm. même si Justement, pour les gens doués, est-ce qu'ils trouvent des opportunités de travail? en Algérie, Oui. ah, Et après, on va comparer avec hors chez nous. les, hors les, hors, hors les opérateurs téléphoniques, il n'y a pas. C'est très. Sauf si tu fais de la BI, puisque c'est pas, comme je t'ai dit, ça nécessite pas une énorme quantité de données pour Oui. faire de la BI. Tous les autres postes, si on exclut les opérateurs téléphoniques et récemment les 8 c'est vraiment très difficile de travailler. Même le salaire, il n'est pas trop attirant. Le- Ah, pour les domaines tech, pour le domaine tech en Algérie, les salaires sont vraiment médiocres avec tout et le monde. pourtant, on nécessite beaucoup de compétences. Oui, t'as des gens qui sont vraiment calés et qui sont pas vraiment bien payés et c'est vraiment difficile. Et pour ça que tu vois que tous les gens doués, tous les gens compétents, ils quittent l'Algérie pour de On meilleurs est pour au de niveau. meilleures opportunités. Et du coup, quels sont les pays? Bon, on a parlé un petit peu de l'Algérie, donc c'est assez négatif. Euh, Oui, c'est la vérité en tout cas. oui, la vérité, bien sûr. Hélas. Bon, quels sont les pays qui maîtrisent le plus la data science? Genre, c'est tout le contraire de l'Algérie, qui sont vraiment forts dans le C'est domaine. assez général parce que maintenant, tous les pays, parce que, pour te dire, les techniques, les différentes compétences data science, elles sont accessibles pour tout le monde. Après, Mhm. tu as des pays qui ont investi plus que d'autres. Ils ont ouvert des masters, des écoles dédiées pour ce domaine-là. Par exemple, D'accord. en France, il y a beaucoup de masters data science, alors qu'en Algérie, il n'y a aucun master en data science. Il y a des masters IA qui enseignent des choses vraiment qui datent de 1900, de 1950 sans aucune pratique concrète, tu vois. Oui. Alors qu'ici en France, peut-être que, en tout cas dans la région parisienne, il y a vraiment un nombre énorme de masters qui sont dédiés à la data science. Après, la qualité de ces masters-là, elle diffère. D'accord. Donc, Après, il y a d'autres, il y a des pays qui sont vraiment calés
dans l'intelligence artificielle, vu qu'en data science, l'application des modèles nécessite une certaine connaissance, puisque tous les modèles sont des C'est modèles de juste que machine tu dois pas learning. toucher ton micro parce que ça fait beaucoup de bruit. Pardon? Essaye de ne pas toucher ton micro, s'il te plaît, parce que ça fait Ah, beaucoup de bruit. pardon. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je te disais que... Désolée, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Je te disais que il y a des pays qui sont assez avancés dans l'implémentation de l'intelligence artificielle en général, comme les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud. Oui, Surtout les États-Unis au niveau de la recherche, au niveau des entreprises, au niveau des policies, même la Chine aussi, elle est vraiment, elle a vraiment une très, 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 très grande longueur d'avance sur le reste du monde, puisque, déjà la Chine, elle est connue dans les domaines tech. oui, et surtout dans l'intelligence artificielle et la data science, puisque le gouvernement il a mis des grands moyens qui permettent le bon développement de ces techniques-là, que ce soit financier, politique, etc. Euh, D'accord. ils ont donné une certaine accessibilité pour la donnée et ça permet à faire cette différence-là. Après, en Europe, en France, la data science, elle est très utilisée. Beaucoup, il y a beaucoup d'entreprises dédiées que pour la data qui sont spécialisées dans différents domaines, dans le domaine pétrolier, dans le domaine de l'immobilier, des assurances, etc. Euh, D'accord. En Allemagne et en Angleterre, c'est la même chose. Après, il y a, ils sont encore un peu loin par rapport aux deux autres pays, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine. La Chine, d'accord. Maintenant, merci du coup pour ces informations. Maintenant, quels sont les conseils que tu donnerais aux étudiants qui voudraient continuer dans le domaine, qui voudraient Comme se lancer plutôt dans le domaine? Comme je t'ai dit tout à l'heure, il faudrait s'intéresser aux maths, Mhm. bien sûr. Là, je donne des conseils en général, pas forcément pour les étudiants de l'ESI. Oui, bien sûr. Il faut être bon en maths. Il faudrait savoir coder en Python, surtout en Python en premier lieu. Il faudrait avoir une bonne connaissance et une bonne maîtrise sur les différentes formes de données. Il est vraiment recommandé d'avoir une certaine connaissance aussi sur les big data, les frameworks de big data comme Spark ou Hadoop. Il est aussi recommandé de travailler sur des challenges sur le net. Il y a beaucoup de plateformes qui offrent différents challenges pour les data scientists, comme Kaggle, comme il y a une autre plateforme. Justement, est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais conseiller? Il y a Kaggle, il y a DataCamp, il y a beaucoup. Franchement, pour la data, il y a tout en ligne. Oui, Pour effectivement. la plateforme la plus connue, c'est Kaggle. Après, pour les gens qui sont intéressés beaucoup plus par la recherche, tu as beaucoup de conférences que maintenant ils font des challenges selon le thème de la conférence. Il y a, il, il faut aussi avoir les bons soft skills. Il faudrait travailler sur des projets de longue durée orientés data, que ce soit dans votre projet de fin d'études ou bien faire un projet en autonome. Et puis voilà, pour moi, c'est les meilleures recommandations. Il faudrait D'accord. vraiment toucher, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'il faut acquérir les bonnes compétences mathématiques et côté programmation. Après, faudrait, Pratiquer. il faudrait vraiment toucher, il faudrait être autonome, c'est ça. D'accord. Donc, merci beaucoup pour ces conseils. Et c'est sur ce point que l'on va conclure ce podcast, sauf si tu as autre chose à ajouter. Je te Euh, donne le mot de fin si tu veux ajouter quelque chose. C'était vraiment un plaisir.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir Je répondu à nos je questions. souhaite tout le succès du monde, du CSE. Inch'Allah. Oui, J'espère exactement. Merci au que, CSE d'avoir organisé ce podcast. On a j'espère, certainement beaucoup appris. Oui, vas-y. j'espère que vous allez faire plusieurs autres podcasts aussi intéressants, Oui, Inch'Allah, on va traiter d'autres d'autres sujets. grands événements. Inch'Allah. Alors, merci beaucoup. On a beaucoup appris sur la data science. Ce fut vraiment un plaisir, comme tu l'as dit. Merci à vous qui sommes en train de nous écouter maintenant. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet, Inch'Allah. Passez une agréable journée et au revoir.